Bonsoir et bienvenue dans les Jeudis de la formation. La saison des grands congrès américains bat son plein. Nous sommes à Chicago où se tient en ce moment l'ASCO, qui est l'American Society Congress of Oncology. En clair, le plus grand congrès de cancéro au monde, mais aussi qui est devenu le plus grand congrès de médecine au monde, probablement en raison des enjeux économiques qui sont immenses dans cette maladie, mais aussi parce que depuis quelques années souffle vraiment un réel vent d'espoir. Vous devez être confronté de façon quotidienne à vos patients ou tout simplement à vos amis qui vous demandent de commenter les informations souvent gonflées par la pression médiatique sur le cancer, mais pas que. C'est exact que le pronostic de nombreux cancers est bouleversé, qu'on comprend de mieux en mieux le pourquoi de la chevauchée folle de la cellule cancéreuse. Et bien évidemment, les armes se sont mises en place. Notre invité du jour est Gilles Freyer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de cancérologie et vous êtes directeur de cette spécialité aux Hospices civils de Lyon. Un seul objectif pédagogique dans cette émission, faire le point sur ce que la cancérologie mondiale peut nous apporter de plus récent dans la guerre déclarée à la maladie, les nouveautés 2017. Alors Gilles Freyer, je parle de pas de géant que semble connaître la cancérologie, c'est réel ? De mon point de vue, oui. Alors évidemment, tout est affaire de point de vue dans l'estimation du verre qui peut être à moitié plein ou à moitié vide, mais quelques indicateurs en fait. Si on prend ces 20 dernières années, 95-2015, on a une augmentation d'à peu près 90% de l'incidence, on va dire, du nombre des cancers dans la population. Alors, on peut se rassurer, il n'y a pas un virus du cancer. Ça, c'est un pas de géant dans le mauvais sens. Un pas de géant dans le mauvais sens, Ouais. mais il est mécanique, ce pas de géant. C'est-à-dire qu'en réalité, tout simplement, nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes aussi de plus en plus vieux, donc il y a de plus en plus de cancers. Bon. Globalement, c'est l'explication principale. Mais quand on regarde la mortalité par cancer, le nombre de gens qui meurent chaque année du cancer, ça n'a pas bougé depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, relativement, la mortalité a considérablement diminué. Et ça, c'est un progrès qui est tangible, mesurable, les données épidémiologiques. Donc, absolu. Est-ce que ce n'est pas quand même une vision que nous donnent les firmes pharmaceutiques? On a connu ça en cardiologie il y a 20 ans, en rhumatologie il y a 10 ans, puis après plus rien. Alors, si j'ai juste la possibilité de développer un peu la manière dont on voit... Vous avez toutes les possibilités. La manière dont on voit ce progrès. Il y a une modélisation qui a été faite par un de nos collègues de Paris-Dauphine, qui est Claude Le Pen, sur ces 20 années dont je viens de parler. On estime que les progrès ont permis de sauver, d'épargner 3 millions d'années de vie. Et que si on était resté à notre niveau des années 95, on aurait perdu donc ces 3 millions d'années de vie supplémentaires pour un coût de l'ordre à peu près de 40 milliards d'euros, ce qui fait 14 000 € par année de vie gagnée, ce qui est assez peu quand on regarde en termes de performance. Donc c'est un vrai progrès réel, on guérit de plus en plus de cancers, plus de 50%, et il faut redire que la guérison du cancer définitive est une réalité. Il n'y a pas beaucoup de spécialités médicales qui ont 50% ou davantage de guérison. Et puis, on a chronicisé aussi. Moi, j'ai connu, lorsque j'étais interne, des durées de vie de malades atteints de cancer qui étaient faibles. Hélas, en moins d'un an, ils se dégradaient beaucoup. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent des années, des années. L'emblème, c'est le cancer du sein, en fait. Par exemple, 85% de guérison. Mais... et une qualité de vie aussi qui a beaucoup progressé. Ce sont des gens qui travaillent, alors, ce sont des gens qui sont des acteurs économiques. Vie épargnée, qualité de vie, vous auriez pu peut-être ajouter que c'est 14 000... Combien Ça a coûté 40 milliards d'euros. Mais ces millions de vies gagnées, c'est aussi des millions de vies de consommateurs et de gens qui travaillent. C'est ce que je disais, des gens qui travaillent et qui sont des acteurs économiques. Alors à partir de là, on peut faire plusieurs types d'analyses. Je dirais qu'évidemment, il y a toujours l'analyse individuelle. Dans les familles qui sont touchées par le cancer, on va être marqué forcément par le décès d'un patient atteint de cancer qui va vous marquer beaucoup plus fortement que toutes les guérisons qui peuvent survenir. Donc au niveau individuel, on peut dire, ben oui, on ne guérit pas encore tous les cancers. Et puis vous avez ce que j'appelle un peu le nihilisme occidental, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension du pessimisme qui est arrivée. Vous savez, dans les années 60, on a deux prophéties. Il y a la prophétie de Kennedy qui dit on ira sur la Lune, puis il y a la prophétie de Nixon qui dit on va guérir le cancer. Et Kennedy a raison, Nixon a tort, ce qui prouve que guérir le cancer, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller sur la Lune. Donc c'est un vrai défi, mais c'est un défi qu'on a quand même bien relevé. Mais on a cette espèce d'habitude un peu occidentale de déboulonner les idoles et de dire qu'on est sceptique, etc. Ensuite, vous avez le scepticisme vis-à-vis du risque, société du risque. Les médicaments sont risqués, comment faut-il gérer les risques? Alors tout ça entraîne une inflation des coûts. Et puis il y a la question, je termine là-dessus, des big pharma, et on pourra en parler. On va en parler. Donc on va essayer de déboulonner le big C, comme ils disent ici. On va donner des informations, on va essayer de ne pas faire un catalogue, et on va prendre le temps quand il faudra expliquer. Puis malheureusement, si on n'arrive pas à tout faire
dans la durée des JDF, qui, je vous le rappelle, est 40 minutes, eh bien, vous reviendrez nous voir, ce sera un plaisir. Alors, on commence toujours dans la prise en charge par parler de prévention. On ne va pas s'arrêter sur la prévention primaire, qui est la tarte à la crème. On n'arrive pas à faire arrêter les gens de fumer. En revanche, je voudrais qu'on parle de prévention secondaire, parce qu'ici, à l'ASCO, on a vu apparaître des messages nouveaux. On avait beaucoup parlé de nutrition il y a quelques années, et là, on se met à parler, et vous savez tous que c'est mon dada, d'exercice physique. Vous avez découvert que le patient cancéreux pouvait bénéficier d'un peu d'exercice physique? Je dois dire qu'on l'a découvert, oui, il faut le dire humblement, depuis une dizaine d'années. Et les cancérologues l'ont découvert grâce à la pluridisciplinarité, finalement, travailler avec des gens qui s'occupent de soins de support, qui s'occupent d'activité physique, qui s'occupent de kinésithérapie, etc. Tout ça, c'est utile. Et ce qui a été démontré, pour l'instant, il faut le dire avec des niveaux de preuve qui ne sont pas colossaux, mais c'est que lorsqu'on a été traité pour un cancer, d'abord, on a un risque plus élevé, par exemple, de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est assez connu. Donc, il faut gérer son capital santé. Moi, de plus en plus souvent, chez des personnes qui ont été traitées et guéries par des chimiothérapies, par exemple, je propose un suivi cardiologique un peu systématique et des programme d'activité physique adaptée. C'est donc le prétexte du cœur qui a fait qu'on a fait faire de l'exercice physique? Non, je me suis embarqué en vous répondant sur un aspect un peu digressif, on va dire. Parce que j'allais vous dire, il n'y a pas que l'effet cardiovasculaire de l'exercice physique. Non, il y a un effet, il y aurait un effet. Bon, d'abord, il y a un effet universel sur le bien-être, la qualité de vie. Oui, qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable, et sur la dépression. Surtout chez les gens qui souffrent d'un cancer. Absolument. Ouais. Et sur l'état émotionnel, c'est connu. Mais il y aurait peut-être un effet anticancéreux. Il y a pas mal d'arguments scientifiques à l'appui de cette thèse, et il y a un certain nombre d'études qui montrent que chez les personnes qui ont été traitées pour un cancer et qui font de l'exercice physique, alors après on pourra discuter des modalités, par rapport à celles qui n'en font pas, eh bien, il y a une diminution du nombre de rechutes. Alors, est-ce que c'est parce que les plus, on va dire, les mieux réhabilitées d'entre elles, les plus en santé, font de l'exercice physique par rapport aux personnes qui n'en font pas? Ça peut être un biais, naturellement, mais beaucoup de spécialistes de cette question pensent qu'en effet, il y aurait un effet anticancéreux. Alors, pour être pratique, depuis le nombre d'années important que je viens à l'ASCO, c'était de façon itérative, des petites communications. Là, il y a eu une session. Il y a eu une session entière sur l'exercice physique, et l'exemple qui était pris, c'est le cancer du sein. Donc là, avec réellement des résultats qui sont intéressants. L'ASCO, on sort des règles en disant, alors, il faut faire 150 minutes de sport par semaine. Ça sort d'où, ça, 152 minutes par sport? Parce que vous êtes conscient que l'activité physique est extrêmement mal prescrite et mal appliquée dans notre pays. Alors, d'où ça sort? Ça sort d'un certain nombre de données rétrospectives, on va dire, de questionnaires qui ont été administrés pour savoir combien de temps les gens bougeaient, dans quelles conditions, etc. Et on a pu établir comme ça une sorte de parallèle entre la durée et les modalités de l'activité physique et le bénéfice que les personnes pouvaient en retirer. Mais tout ça, d'un point de vue méthodologique, à mon sens, reste encore relativement faible. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique. Et puis surtout, il ne faut pas s'imaginer qu'une personne qui n'a pas du tout l'habitude, depuis toujours, de faire de l'activité physique, qui est une vraie sédentaire, soudainement va se mettre à faire 3 heures de marche par semaine. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est la spécialité de faire refaire de l'exercice physique, d'ailleurs qui parlent plus en nombre de pas qu'en minutes. Mais vous, pratiquement, vous m'avez même parlé, vous, du côté des formats courts, donc vous êtes sur un autre concept. Alors moi, je n'ai pas la prétention, évidemment, d'être un spécialiste de l'activité physique, mais j'ai la chance, dans mon institution, d'avoir une collègue et un service même qui est dédié à cet aspect de la réhabilitation post-cancer, ce que les anglo-saxons appellent survivorship, dans quelles conditions s'opère la vie après cancer, intégrant cette dimension de l'activité physique dite adaptée. Alors j'insiste sur le fait que ça ne doit pas être un gadget, ce n'est pas parce qu'on va rentrer en contact avec un coach, etc., que tout va évidemment se mettre en place. Ce sont des programmes avec des gens compétents qui connaissent ce domaine et on ne s'improvise pas prescripteur d'activité physique. Cependant, on peut s'improviser, ou du moins essayer d'être un prescripteur de bons conseils. Et moi, j'essaye de dire aux personnes, écoutez, je pense que c'est important pour vous, je peux vous aiguiller sur tel ou tel type de programme, je peux essayer de voir ce que vous faites déjà, vous donner quelques conseils. On sait par exemple que la brutalité de l'activité physique n'est pas recommandée. Et puis, il y a cette dimension aussi maintenant de l'effort court. Il y a des équipes qui développent des programmes d'effort très courts, par exemple 10 minutes, mais dans des conditions particulières, avec des fluctuations qui équivaudraient à des efforts de l'ordre de 45 minutes. C'est une voie de recherche intéressante. Oui, donc il y a encore du boulot pour pouvoir définir des vrais guidelines. On a parlé des femmes
femme qui a le cancer du sein, on pourrait parler de tout ce qu'on appelle effectivement les survivants du cancer. Mauvais terme. Oui, où l'activité physique est essentielle. Bon, on va passer à un autre sujet. Alors là, je vous ramène dans votre sujet de prédilection, la biologie qui s'affirme de jour en jour. Vous parlez même, vous, de biopsie liquide. Vous pouvez nous expliquer ça? Alors on sait maintenant depuis un certain nombre d'années que les tumeurs en place dans l'organisme, par le contact intime qu'elles ont avec la circulation tout simplement, vont larguer dans le courant sanguin des petits bouts d'ADN tumoral qui peuvent être reconnaissables aujourd'hui par des techniques adaptées qu'on appelle donc l'ADN circulant. Alors il y a plusieurs types d'applications, mais on peut imaginer par exemple qu'une tumeur guérie ne devrait plus être détectable par le biais de l'ADN circulant. Donc c'est une application. On va chercher la maladie résiduelle. La maladie résiduelle, alors on est loin d'avoir justement résolu le problème, mais enfin en tout cas on y travaille. Ça peut être aussi de regarder l'aspect pronostic, s'il y a de l'ADN circulant au début, est-ce que la maladie est plus grave, est-ce qu'il faut la traiter différemment? Et puis surtout maintenant, il y a cette dimension de biopsie liquide, c'est-à-dire dans des situations d'organes profonds où la biopsie n'est pas facile à faire, prenez le poumon, très difficile d'aller répéter les fibroscopies bronchiques pour aller prendre des petits bouts de tumeur. Donc on va récupérer cet ADN circulant et tester un certain nombre de mutations dont on sait, de mutations génétiques, dont on sait qu'aujourd'hui elles peuvent être ciblées par des traitements appropriés. Arrêtons-nous de quelques secondes sur effectivement le poumon. Est-ce qu'on sait que ce que l'on trouve dans le sang est la traduction exacte de ce qu'on trouverait si on allait faire une biopsie in situ? Alors on a comparé? Oui, il y a énormément de travaux effectivement sur ces questions. Alors on sait aujourd'hui que pour les biopsies, par exemple dans le cancer bronchique qu'on appelle ciblables, c'est-à-dire pour lesquels on a des médicaments à disposition, il y a une bonne fiabilité de cette technique, mais on sait que toutes les altérations génétiques présentes dans les tumeurs ne sont pas nécessairement reconnaissables au niveau de l'ADN circulant. On va dire que l'ADN circulant, ça n'est pas la panacée, c'est-à-dire la tumeur immédiatement disponible dans le sang, mais enfin tout de même, c'est une avancée très importante. Mais cet ADN circulant signe une tumeur du poumon ou signe des tumeurs qui pourraient être en relais avec le poumon. On risque de se retrouver avec de l'ADN circulant, mais pas savoir où se trouvent les tumeurs. Alors j'ai pris un exemple qui est l'ADN circulant dans le cancer du poumon, mais on peut prendre multiples autres modèles tumoraux pour lesquels on va chercher de l'ADN circulant pour caractériser la tumeur. Mais spécifique de la localisation d'une tumeur. Dans la mesure où vous savez que le patient est porteur d'une tumeur, vous allez chercher l'ADN circulant pour une bonne raison, qui est d'aller chercher une mutation. Parce qu'il a des métastases qui peuvent pas perturber l'analyse de ces marqueurs. Il y aura d'autant plus facilement de l'ADN circulant qu'il y aura des métastases dans d'autres organes. La question, c'est de savoir quelle est la signification biologique de l'ADN circulant. C'est ce qu'on a globalement assez bien compris, et on sait aujourd'hui qu'on peut s'en servir comme d'une biopsie assez fiable dans de nombreuses situations. Mais il y a l'exemple que vous soulevez qui est le dépistage. Alors, il y a effectivement des choses qui sont en cours de ce côté-là. Est-ce qu'on peut, chez vous, chez moi, faire une prise de sang et dire... Oui, parce que rappelons-nous que cette biopsie liquide, c'est uniquement une simple prise de sang. C'est une simple prise de sang. Alors, ce qu'il y a derrière, c'est plus compliqué. Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut à terme, effectivement, dire on peut prévenir, dépister, voire même, pas prévenir, mais dépister. Est-ce qu'on peut aussi juger de l'efficacité de la thérapeutique? Alors, s'agissant du dépistage, comme vous le savez, c'est un thème qui a défrayé un peu la chronique récemment, puisque une équipe a pu développer un test relativement peu coûteux, quelques centaines d'euros, pour savoir s'il y a de l'ADN circulant. La difficulté, c'est que lorsqu'on parle de dépistage, il faut construire des programmes, il faut les valider. Si je trouve de l'ADN circulant, y a-t-il pour autant une tumeur? Si je ne trouve pas d'ADN circulant, y a-t-il pour autant une absence de tumeur? Donc ça doit être évalué. Il faut des milliers de personnes, des dizaines de milliers, pour arriver à valider ces programmes. Il y a un cancer, mais on ne sait pas où il est, ce n'est pas forcément un progrès. Et aujourd'hui, Et l'efficacité? Alors sur l'efficacité des traitements, pour l'instant, il n'y a pas de choses qui permettent de guider la thérapeutique. Mais il y a des situations dans lesquelles on a pu montrer que le taux d'ADN circulant se mettait à monter au moment où la tumeur est en train de rechuter. Par exemple, dans des tumeurs du sein opérées, qui ont reçu de la chimiothérapie, des rayons, etc., et puis un traitement hormonal pendant plusieurs années, si vous monitorez l'ADN circulant, on a pu montrer que cet ADN circulant se mettait à apparaître et à augmenter dans le sang au moment précisément où on allait avoir une rechute. Donc il y a comme une espèce d'anticipation, si vous voulez, mais pour l'instant, si je veux dire, on ne sait pas quoi en faire. Ça évolue d'année en année. Vous voyez dans des congrès comme l'ASCO évoluer justement toute la recherche sur ces biopsies liquides? Oui, et dans un congrès aussi comme la ACR, qui est vraiment davantage dédié à la biologie, je dirais qu'il y a des progrès très conséquents qui se font. On est dans la vraie vie très vite ou on est simplement quelques dizaines de malades des hospices civils de Lyon? Non, on est dans la vraie vie très vite, et je dirais en France en particulier, parce que sous l'impulsion de l'Institut national du cancer, il faut le dire,
On a pu développer des plateformes de biologie extrêmement performantes avec un maillage territorial qui fonctionne bien et qui fait qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est parfait et qu'au fin fond de la Creuse ou du Cantal, et sans aucune condescendance évidemment, mais je veux parler évidemment des déserts médicaux, tout le monde aura accès très facilement et très vite à une biopsie liquide, mais en réalité, je pense que la situation française est bien meilleure que celle de nombreux autres pays. Donc effectivement, on est encore toujours de plus en plus dans le cancer, dans une différence d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. D'un pays à l'autre, très certainement. Bon, alors on va quitter la biologie et on va rentrer dans les armes thérapeutiques. Moi, j'ai appris à l'école qu'il y avait 3 façons de traiter le cancer. On va voir, on va aller assez vite, mais parce que je voudrais qu'on aille sur les médicaments de façon assez importante. La radiothérapie, ça existe encore? Ah oui. Non, mais c'est provocateur. Bien sûr. Mais est-ce que ça existera dans 20 ans, la radiothérapie? Difficile d'être... Dans 20 ans, je dirais oui. Ouais. Mais très difficile pour nous, dans le grand mouvement actuel, d'apprécier ce que vont être les révolutions thérapeutiques à 30-40 ans. Mais la radiothérapie, on peut dire que c'est un traitement qui équivaut dans bien des situations à une chirurgie. C'est quand même un traitement loco-régional, avec la capacité d'aller plus loin et de traiter plus large que le bistouri du chirurgien qui ne peut pas aller dans toutes les dimensions de l'organisme. Et la radiothérapie a énormément progressé par rapport à la bombe au cobalt des années 60. Il y a quand même beaucoup d'effets secondaires qui ont été... oui, qui ont été améliorés nettement. Il y a des sessions entières pour les effets secondaires de la radiothérapie. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la problématique des métastases cérébrales. Lorsque j'étais moi-même interne, l'arrivée de métastases cérébrales signait vraiment un tournant dramatique dans l'évolution de la maladie. On ne pouvait irradier que le cerveau en totalité. Les personnes perdaient leurs cheveux, étaient extrêmement fatiguées. C'était vraiment un petit peu, hélas, le début de la fin. Aujourd'hui, avec la radiothérapie dite stéréotactique, on peut irradier très fortement des zones très très bien délimitées, le faire une fois, le faire 2 fois. Parfois, le neurochirurgien, qui a aussi beaucoup progressé, va enlever 1 ou 2 métastases. On va irradier la 3e en stéréotaxie. Et vous avez aujourd'hui des personnes dont on peut montrer dans des études que le fait d'avoir eu des métastases cérébrales ne change rien à leur évolution générale. Donc, ça reste une arme thérapeutique très importante. Très importante. Alors, la chirurgie, on a l'impression qu'on avait fait un peu le tour, mais elle aussi, elle progresse. Alors oui, et puis alors cet ASCO-là, c'est quand même formidable. J'étais à la session gynécologie hier, et effectivement, nos collègues allemands ont présenté 2 magnifiques études pour le cancer de l'ovaire. La première d'entre elles montre que dans les stades dits avancés, c'est-à-dire dans la cavité abdominale, il ne sert à rien de faire un curage ganglionnaire. C'est 1 heure de procédure supplémentaire, on multiplie par 3 la mortalité post-opératoire, on augmente les pertes sanguines, etc. Donc ne plus faire ce geste, c'est quand même un progrès magnifique. Et puis une 2e étude qui montre qu'effectivement, dans les rechutes... qui montre qu'on fait moins de chirurgie, ça ne montre pas que la chirurgie est plus efficace. Ah ben c'est un progrès de la chirurgie. Oui, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, la désescalade, c'est un progrès. Oui, c'est d'accord. Mais épargner aux gens des suites opératoires compliquées. D'accord. Et puis une autre c'est pas étude... dans ce sens-là que j'allais dire qu'elle progresse. J'ai compris votre question, c'est sous l'angle technologique, j'y arrive. Mais une autre belle étude aussi qui montre qu'on gagne de la durée de vie en opérant les rechutes de cancer de l'ovaire, ce qu'on ne savait pas encore vraiment. Ça, c'est démontré par nos collègues allemands. Et là, je dois dire qu'ils ont fait un très beau show sur la qualité de la chirurgie allemande. Alors, sur la technologie, il y a des progrès techniques incontestables, je ne vais pas énumérer ici, mais bon, la chirurgie robotisée a fait un peu le buzz, effectivement, au sens où elle semble parfois sécuriser ou diminuer la durée de l'acte opératoire, sans pour autant aujourd'hui, je crois, que son impact soit d'une si grande importance. Mais ce qui a fait beaucoup progresser la chirurgie, c'est la multidisciplinarité, c'est-à-dire les décisions prises en commun, et puis un certain nombre de traitements médicaux qui peuvent être associés à la chirurgie. Je pense notamment aux traitements intrapéritonéaux et à des traitements qui peuvent être délivrés in situ par l'apport finalement de la chirurgie. Alors on a vu apparaître, mais ça c'est pas cette année, l'intérêt pour les effets secondaires. Pendant très longtemps on disait bah oui, mais on soigne, mais bon il y a des effets secondaires. On ne peut pas faire autrement, tuer la mouche avec un bazooka, comme m'avait dit un cancérologue. Mais bon, on a l'impression que les effets secondaires deviennent quand même un fait important de votre pratique. Oui, parce qu'il y a 2 phénomènes. Quand les taux de guérison augmentent, notre préoccupation, ce sont les séquelles. Effectivement, les séquelles thérapeutiques, notamment des chimiothérapies, des problèmes de neuropathie, etc. Donc, les problèmes cognitifs aussi, on a pris conscience de ces aspects-là, des personnes qui disent que leur fonction cognitive décline avec des traitements chimiothérapiques ou des hormonothérapies également, donc facteur extrêmement important. Maintenant, vous vous programmez dans le temps, en fin de compte. Autrefois, on se programmait dans l'urgence, maintenant on se programme dans le temps. C'est ça. Et c'est une vision stratégique à long terme, c'est-à-dire je guéris le malade, mais que va-t-il devenir dans 10 ou 20 ans? Et puis, vous avez les malades chroniques, parce qu'on a chronicisé, et quand vous chronicisez, que vous faites vivre une personne 10 ans, 15 ans,
eh bien, autant que les traitements soient quand même vivables et, comme on dit, ajouter de la vie au temps et non pas du temps à la vie. Alors, dernier point, si vous le permettez, c'est l'angle du regard qui a changé. Si on adopte une perspective un peu à la Michel Foucault, c'est le point de vue du patient aujourd'hui qui est privilégié, ce que les anglo-saxons appellent « patient reported outcome », c'est-à-dire les effets secondaires, mais vus du point de vue des patients, qui souvent les voient clairement quand nous avons tendance un peu à les sous-estimer. Oui, c'est-à-dire que vous venez de découvrir que vous avez des malades, quoi. Ouais, je ne dirais pas ça, mais on vient en tout cas de l'objectiver et de donner la parole aux malades dans les études. C'est un peu vrai, c'est un peu caricatural ma façon de le présenter, mais de dire que le bien-être du patient est maintenant un facteur extrêmement important, ce qui n'a pas forcément été le cas de la cancérologie d'il y a 15-20 ans. Je ne suis pas certain. Je pense qu'on se préoccupait il y a 15 ou 20 ans tout à fait du bien-être des personnes. Avec des effets secondaires qui étaient... Voilà, le problème c'est qu'on avait quand même des armes thérapeutiques. Oui, mais on choisissait... On avait ce qu'on avait. Oui. Voilà. Alors, si on analyse pourquoi vous avez moins d'effets secondaires, on peut dire aussi parce que vous employez mieux les médicaments ? Oui. Les indications thérapeutiques ont beaucoup progressé grâce à la biologie. Quel traitement ? S'abstenir d'un traitement inutile, premier point. Et ensuite, le ciblage, quand même, c'est-à-dire le démembrement moléculaire qui a permis de donner des traitements souvent par voie orale, qui vont aller cibler des petites anomalies à l'intérieur des cellules cancéreuses, qui sont beaucoup moins toxiques que la chimiothérapie. C'est un vrai progrès. J'en profite pour dire qu'il y a eu à cette occasion-là, à mon avis, une erreur d'analyse qui a été faite. C'est cette histoire du virage ambulatoire, un calcul un peu réducteur, et de dire, bon, thérapeutique orale, amélioration de la qualité de vie des gens, donc ambulatoire, réduction des capacités hospitalières, et tout ira bien. En réalité, la chronicisation des patients, de beaucoup de patients, elle s'accompagne de complications, de périodes d'aggravation, d'urgence, et parfois et donc des nécessités hospitalières récurrentes qui font que, plus que jamais, il faut protéger l'hospitalisation en cancérologie parce qu'elle rend un service immense aux patients, sans compter qu'elle se redouble de nécessités, comme vous le savez, médico-sociales. Alors, une autre raison pour laquelle le bien-être a été amélioré, c'est que les nouveaux médicaments ont l'air moins toxiques. C'est réel ? Ils sont moins toxiques globalement. L'onco-immunologie, en règle générale, qui a fait son arrivée il y a 3 ans, est moins toxique. Est moins toxique. Alors, si on prend cet exemple, globalement, c'est moins toxique que la chimiothérapie. Dans le cancer du poumon, dont on parlait tout à l'heure, en première intention, chez certains patients, un traitement d'immunothérapie fait mieux que la chimiothérapie et s'avère moins toxique. Ça, c'est indiscutable. Pas de chute de cheveux, pas de perte de globules, pas d'insuffisance rénale, etc. Mais ça génère des toxicités nouvelles. Et notamment dans les immunothérapies, le fait de réveiller le système immunitaire, parfois s'accompagne d'un petit excès d'auto-immunité. Et vous avez parfois, heureusement, de rares événements indésirables qui peuvent être graves, des colites, des insuffisances rénales, des perturbations de l'hypophyse et du système endocrinien. Et il faut savoir les reconnaître. Il faut savoir les traiter précocement pour ne pas les laisser dériver vers des effets secondaires qui peuvent parfois être graves, raison pour laquelle des grands établissements se préoccupent aujourd'hui, font des recommandations. Je pense à nos collègues de l'Institut Gustave Roussy qui ont développé une application qui me paraît très intéressante. Et nous-mêmes, aux Hospices civils de Lyon, sommes en train de développer un réseau de prise en charge, qui s'appelle ImmuCare, parce qu'on a de nombreux prescripteurs d'immunothérapie spécialisés qui sera destiné à la prise en charge des patients. D'autant qu'on ne sait pas ce qui ça sera dans 15 ans, les effets secondaires de ces molécules utilisées aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas le recul. Vous avez raison, sur le long terme, ça reste encore une interrogation. Alors, ces médicaments, ils sont réellement nouveaux. Ça, on peut le dire, mais ils sont réellement nouveaux. Alors, je vais être encore un peu provocateur, parce que rentables. Vous voulez dire rentable du point de vue financier ? Bah oui. Vous savez, la question de... Bon, d'abord, je ferai une remarque préliminaire, c'est que dans le monde, à ma connaissance, aucun pays ne dispose d'une industrie pharmaceutique d'État. Donc, le monopole du développement du médicament, qui est extrêmement coûteux, vous savez, un médicament d'immunothérapie, ça peut coûter 800 millions d'euros à développer, a été laissé donc à un secteur privé, mondialisé, capitalistique. Bon, c'est une situation que nous n'avons pas créée, mais avec laquelle il nous faut composer. Et il se trouve qu'en cancérologie, les big pharma sont les seuls metteurs au point de médicaments et nous ne pouvons les développer que si nous travaillons en partenariat avec eux. Il ne faut pas faire d'angélisme. La rentabilité financière est un des éléments avec lesquels il faut faire. Mais cela étant, revenons quand même aux malades. Lorsque nous voyons les résultats de ce que nous faisons au quotidien et que nous comparons la situation dans laquelle nous étions il y a 20 ans, je prenais tout à l'heure l'exemple du cancer de l'ovaire. Ou du mélanome. Ou du mélanome, métastatique. On a un vague produit de chimiothérapie qui ne marchait quasiment pas, avec aujourd'hui des personnes qui survivent et même qui guérissent parfois au stade métastatique. Le cancer de l'ovaire, dans les années 70, lorsque vous aviez un cancer de l'ovaire qu'on appelle avancé, c'est-à-dire développé dans le ventre, la médiane, désolé pour ce mot, mais enfin on va dire la durée de vie était de l'ordre de 11 mois. Aujourd'hui, dans les séries allemandes que nous avons vues ici à l'ASCO, on est à 60 mois. 60 mois, ça veut dire que vous avez 50% des personnes qui vont vivre encore plus que ça, 10 ans, 12 ans.
avec Approche ces des maladies. taux des dates de guérison. Pour certaines, la maladie, finalement, ne va pas perturber la vie. Ouais. Alors bon, c'est facile de parler de l'argent, c'est très à la mode, mais il y a quand même des résultats qui sont incontestables, vous venez de le dire. C'est parce qu'on a eu une meilleure compréhension du fonctionnement de la cellule cancéreuse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer de façon très courte ce qui a été le bouleversement de cette approche? Ce qu'on appelle le démembrement moléculaire. Mhm. Quand vous et moi, nous avons fait nos études de médecine, on nous racontait que la cellule, c'était un sac dans lequel l'important, c'était le noyau, puis dans un liquide flottaient vaguement quelques organites cellulaires dont on connaissait à peu près le fonctionnement. Aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est complètement éculé et que le cytoplasme, c'est le lieu des communications intracellulaires par millions, par dizaines de millions, et que tout ça, c'est sous la dépendance d'une machinerie génétique d'une complexité extraordinaire. Et les généticiens moléculaires, les biologistes, se sont attachés à démembrer cela, à montrer que certaines communications à l'intérieur de la cellule étaient fondamentales pour le processus de cancérogénèse, pour le développement du cancer, sa dissémination, etc. Et ont appris à bloquer certains de ces mécanismes. C'est-à-dire que l'ingénierie médicamenteuse a été formatée tout exprès pour aller agir sur ces processus, alors que jusque-là, c'est là où le renversement de paradigme est colossal, c'est que jusque-là, la chimiothérapie, c'était plutôt, on trouve par hasard dans l'environnement, dans l'industrie, des substances dont on regarde si elles ont ou pas un effet anticancéreux, puis on va les tester. Là, c'est différent. On a fabriqué des médicaments, c'est la preuve de concept, tout exprès, pour aller agir sur ces mécanismes, c'est le ciblage moléculaire. Et alors justement, expliquez-nous sur ce procédé d'ouverture qu'a été l'oncoimmunologie. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la cellule cancéreuse trompait les lymphocytes. Alors là, vous mettez le doigt sur un autre aspect encore, qui est distinct de ce que j'appelais le ciblage, qui est détruire la cellule de l'intérieur. L'oncoimmunologie, c'est détruire la cellule cancéreuse de l'extérieur. Et effectivement, on s'est rendu compte, et ça c'est intéressant parce que ça dérive de recherches en infectiologie, notamment sur le VIH. Vous voyez, tout retentit sur tout. On s'est rendu compte que les lymphocytes qui sont les sentinelles immunitaires de l'organisme étaient quelque part endormis, en effet, par les cellules cancéreuses qui fabriquent, si vous voulez, des médiateurs qui vont agir sur la cellule lymphocytaire et soit l'endormir, l'empêcher de réagir, soit l'épuiser. Il y a un phénomène d'épuisement. Le lymphocyte arrive dans la tumeur, mais il meurt de sa belle mort, malheureusement. Et donc, avec ces constatations-là, on a pu mettre au point des anticorps qui vont aller empêcher le fonctionnement, alors en l'occurrence, par exemple, de ce PD-L1, de ce ligand PD-L1, pour l'empêcher de se lier au récepteur PD-1 des lymphocytes. Alors, il y a évidemment d'autres mécanismes, mais je fais simple. Celui-là est simple et facile à comprendre. Et à ce moment-là, l'immunité se réveille. On a ce qu'on appelle des TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes, c'est-à-dire des lymphocytes qui infiltrent les tumeurs et qui vont aller digérer, si j'ose dire, les cellules cancéreuses. La preuve du concept est établie, ça marche, et les premiers types tumoraux dans lesquels vraiment il y a eu un renversement important, c'est le mélanome malin, effectivement, c'est le cancer bronchique, et c'est aujourd'hui aussi l'hématologie. En fait, on a été les essayer là où on avait des échecs, mais est-ce qu'il n'est pas raisonnable de penser que ce principe-là marche pour toutes les cellules cancéreuses, donc on va pouvoir pratiquement s'occuper de tous les types de cancers? Alors, ce n'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher ces types tumoraux en fonction de leur gravité, on est plutôt allé les chercher en fonction de ce qu'on savait de la réaction immunitaire dans ces types tumoraux, et notamment du fait qu'ils étaient régulièrement infiltrés justement par ces fameux lymphocytes. Donc, c'est ce qui a orienté les chercheurs. Alors après, nous sommes inégaux devant l'immunothérapie. D'abord, entre types tumoraux, il y a clairement pour l'instant des types tumoraux qui sont désespérément résistants. Je pense au cancer colorectal ou à la majorité des cancers colorectals. Le cancer de prostate également ne semble pas un bon modèle. Donc là, il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Et puis, il y a une inégalité entre individus, c'est-à-dire que devant l'immunothérapie, vous avez en gros une fraction de personnes pour qui ça ne marche pas du tout. Une fraction de personnes pour qui, mettons 50%, ça va marcher, mais avec l'apparition d'une résistance à plus ou moins long terme. Et puis, vous avez ce petit groupe absolument extraordinaire, en général d'une 15 à une vingtaine de pourcents de personnes qui vont avoir une vie extrêmement prolongée, 5 ans, 6 ans, alors qu'elles avaient des maladies qui les auraient emportées en 6 mois. Alors, on aura l'occasion dans les JDF de revoir le professeur Gilles Vassal, qui est spécialiste de la pédiatrie, de l'oncopédiatrie, qui me disait, il sortait d'une session il y a quelques minutes, me disant, on a essayé cette onco-immunologie chez l'enfant, on avait de gros espoirs, ça marche absolument pas chez les enfants, parce que le système immunitaire est différent. Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, essayer de comprendre le système immunitaire. Et
Donc la recherche continue plus que jamais. plus que jamais. Et puis, vous savez, quand vous aviez simplement la chimiothérapie et lorsqu'aujourd'hui vous avez la chimiothérapie, les thérapies ciblées, les immunothérapies, ça fait tout autant de facteurs de combinaison de ces médicaments entre eux. Et là, on a devant nous 20 à 30 ans de recherche. Alors, on pourrait aussi faire un long dégagement sur saura-t-on financer ces nouveaux médicaments. On ne va pas en avoir le temps d'aborder ça un jour, mais je sais que ça vous tient à cœur. Beaucoup. Et il faudra qu'on revienne faire une émission. Je peux dire un mot là-dessus? Oui, allez-y. Alors, très rapide. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, notamment en Europe, qui est dominé aujourd'hui par ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, il n'y a plus beaucoup d'exceptions, c'est-à-dire de pays qui expriment des modèles sociaux différents du modèle ambiant, qui est financiarisé, basé sur effectivement la pression économique. Mais je pense que nous avons en France depuis longtemps une vraie exception française, c'est le système de santé solidaire qui a mis à disposition les médicaments anticancéreux. Lorsque l'Herceptine est arrivé dans le cancer du sein, nous avons été parmi les premiers pays au monde à le donner. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'au-delà des questions de coûts qui ne sont pas si importantes qu'on le dit, on peut préserver pour les malades du cancer ce magnifique système qui fait de nous quelque chose de plus que des néolibéraux. Donc un discours qui est plutôt optimiste dans un congrès où les problèmes d'argent rendent certains pays pessimistes. Les problèmes d'argent des Américains ou des pays émergents ne sont pas du tout les nôtres. Nous avons un système bien spécifique sur lequel on pourrait réfléchir autrement qu'avec des méthodes anglo-saxonnes. C'est très bien. Alors on va poursuivre et bientôt terminer. Un mot pour les traditionnels oubliés du cancer. J'aimerais commencer par justement ce qu'on appelle les survivants, ce qui est quand même un mot épouvantable. On ne pourrait pas trouver dire les guéris du cancer ou je ne sais pas. Alors, clairement, je crois que le mot survie par cancer est un mot affreux. Oui, mais vous employez quel mot J'ai un petit peu de difficulté. Moi, je dirais les personnes guéries ou les personnes en rémission, bien qu'on n'aime pas non plus ce genre de mots. Traitées, alors les personnes traitées. Les personnes traitées, les personnes ayant été traitées pour cancer. Donc de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux, de plus en plus maltraités. Toujours culpabilisés. Estimez-vous heureux d'être encore là, me disait un malade guéri. On lui a dit ça, son cancérologue lui a dit ça. Là, on est alors dans la brutalité plus extrême. Mais en revanche, les malades viennent parfois nous voir en disant « Oh, la boîte de comprimés que vous m'avez prescrite, dites donc, ça coûte 3 000 €. Et avec cet élément, alors je coûte cher à la société, mais enfin, l'aventure humaine, comme disait Jean Burger, l'aventure humaine de la médecine, c'est quand même d'aller contre l'ordre naturel. Et même Darwin disait ça. Et quand même, nous sommes là pour soigner les gens. Et je dis toujours à ces personnes, écoutez, vous êtes un maillon de la société que nous essayons d'aider à conserver sa dignité d'être humain. Donc le coût n'a pas d'importance. Oui, vous dites, on est dans une période, on est dans un monde qui était d'autrefois. Je vais juste vous redonner un exemple, parce qu'il est public. Le professeur Joël Ménard, ancien directeur général de la santé, il n'y a pas très longtemps, a appris qu'il avait un cancer du pancréas par un coup de fil. Il n'était pas dans un désert médical, donc il y a quand même encore des progrès à faire au niveau des oncologues. Le travail sur l'humain est un éternel recommencement. Mais un mot pour dire quand même que je commence à avoir un certain recul. Il y a un progrès d'humanité considérable qui a été fait dans notre métier. Je crois que les médecins, les cancérologues en particulier, se sont beaucoup remis en question. Et que nos jeunes en particulier aujourd'hui sont très très préoccupés d'humanité, de relation aux patients. Un peu pour aller contre l'anathème habituel. On l'espère. Voilà. On espère que ça fait partie des choses Moi, je le vis, que la médecine doit apprendre. Les gens très âgés, on dit, ça coûte cher de prolonger la vie de 3 mois chez quelqu'un, un octogénaire. Ça vous révolte quand on dit ça ? Révolte, un mot excessif, mais disons que, en tout cas, là, il y a une belle exemplarité française. L'oncogériatrie, sous l'impulsion de l'INCa, a permis de faire progresser la cause des personnes âgées en France de manière considérable. J'ai vécu l'avant et l'après, magnifique structuration dans nos hôpitaux. On est un exemple, y compris sur le plan mondial. Je referme cette parenthèse-là. Ensuite, l'analyse de la survie ou de la vie ou du gain... Vous n'aimez pas les médianes de survie? Ah non, je les aime quand il s'agit d'analyser des articles scientifiques, mais la signification du médiane, c'est beaucoup plus compliqué que pour gagner 3 mois, point de suspension. On a tous vu dans nos vies professionnelles des personnes pour lesquelles un traitement, même instauré dans des conditions extrêmement limites, j'ai des exemples encore en tête au moment où je vous parle, ont permis de faire vivre des personnes pendant 10 ans, y compris des personnes âgées. Il faut le maître mot là-dedans. C'est pas n'importe quoi, toujours de manière concertée et toujours de manière pluridisciplinaire. Alors il y a un mot que vous n'allez pas aimer, la ghettoisation de l'oncopédiatrie, c'est-à-dire que l'enfant est vraiment à part. Alors il est à part, oui, mais en même temps, il est aussi un peu privilégié, si j'ose dire. Oui, sauf qu'il ne peut pas bénéficier des traitements des adultes. Oui, mais en même temps, il a heureusement
un taux de guérison. Le taux de guérison des cancers de l'enfant est le Il se meilleur. privilégie tout seul, il n'est pas privilégié par le système. Il n'est pas privilégié par le système. Oui. Il est vrai que les recherches en pédiatrie ne bénéficient pas du même élan, des mêmes soutiens que les recherches chez l'adulte pour un effet de nombre, hein, simplement. Mais là aussi, je crois qu'on a une oncopédiatrie en France qui est assez exemplaire. Oui. On est témoin dans cette émission. Une dernière question qui va vous faire sourire. On dit que la cancérologie est sexiste. Alors, pas sexiste dans l'approche des malades, mais enfin dire que les cancers de la femme sont moins bien étudiés, moins bien pris en charge que... En tout cas, j'étais hier à la session sein. J'ai pu voir quand même qu'il y avait là des milliers et des milliers de personnes. La cancérologie, ma mère est quand même probablement la première en termes de volume. Puis je dirais, on a le plaisir aussi d'avoir de plus en plus de collègues féminines. Et aux Hospices civils de Lyon, je crois que la parité a été inversée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de collègues femmes médecins que ça, d'hommes. vous n'y pouvez rien, oui. La médecine est en train de venir se féminiser parce que... Oui, mais une chose est sûre, c'est que dans la qualité, alors là je ne vais pas faire de la démagogie, mais que dans la qualité professionnelle de ces personnes, pour moi, je dirais l'aspect du genre ou du sexe, comme on veut, n'a strictement aucune importance, mais l'humanité tant mieux, en a une mais très c'est vrai grande. que la cardiologie a dû faire attention, le cœur de femme était... Donc je fais simplement... J'ai entendu qu'on a raconté ça, mais je crois qu'en cancérologie, on s'occupe beaucoup de... En cardiologie, c'était vrai, mais maintenant, en cancérologie, vous dites que c'est pas vrai. Je crois que c'est pas vrai. On en prend acte. On va terminer par une question. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui nous écoutent, de gens qui ne sont pas spécialistes du cancer. À qui on confie un cancer? Parce qu'on se dit, il y a les cancers d'appareils, alors on va envoyer les problèmes de pneumo au pneumologue, on envoie ça à un oncologue. C'est un peu opaque vu de l'extérieur. Excellente question que vous posez. Ça pose aussi la question de la définition de la position du cancérologue par rapport à celle du spécialiste d'organes. On n'a pas le temps de rentrer dans ce débat, qui est un débat très compliqué. Non, mais comment on fait? Il fait quoi, le médecin, en pratique? Alors, on a essayé d'apporter une réponse pratique. Nous avons essayé d'apporter une réponse très pratique à cette question dans l'institution où je travaille, par la mise en place d'une hotline. C'est-à-dire que le médecin généraliste, du lundi au vendredi, et puis il y a aussi un répondeur pour le week-end, peut appeler sur des créneaux qui excèdent ceux des secrétariats hospitaliers, vous savez, qui souvent ferment assez tôt, etc., peut appeler et il a au bout du fil une personne formée qui appartient au centre de coordination en cancérologie et qui va lui dire, voilà, vous avez en face de vous une dame qui s'est palpée une boule dans le sein, voilà à qui il faut l'adresser et il va s'engager à prendre un rendez-vous dans les 48 heures. On pourrait faire du médecin de famille le pivot justement de l'ensemblier? Alors, c'est souhaitable, c'est ce qui a été affirmé à de nombreuses reprises. On pourra peut-être en faire l'objet d'une émission un jour, mais je crois que ça ne marche pas dans les faits, pour des raisons qui ne tiennent pas évidemment aux médecins généralistes, qui font bien le maximum qu'ils peuvent dans la situation où ils sont, mais parce que la complexité de la cancérologie n'a pas réussi pour le moment à instituer le médecin généraliste comme pivot, et voire même, je dirais que souvent, il est un peu exclu du système, et ça me paraît assez regrettable. Je pense que nous avons à réinventer, à mon avis, via la télémédecine, nos collaborations. Vous ressentez l'inégalité territoriale? Vous êtes le deuxième centre de cancérologie en France, après Paris. Alors, vous pouvez être mieux être traité à Paris et à Lyon que dans d'autres régions de France, où ça devient de plus en plus homogène? C'est difficile de répondre. Oui, difficile de répondre. D'abord parce qu'il ne faut pas faire de généralité, parce qu'il ne faut pas se montrer condescendant, parce qu'il ne faut pas avoir des solutions toutes faites. Je pense qu'il y a deux types de difficultés. Une, elle tient effectivement au niveau des équipements, qui effectivement aujourd'hui est crucial. On a parlé de la biologie tout à l'heure, donc ça c'est un élément quand même très important. Je pense qu'en France, on est plutôt mieux placé qu'ailleurs pour instaurer l'égalité entre patients, bien que ce ne soit pas parfait. Et puis après, il y a probablement des niveaux différents de formation, d'accès aux soins, de qualité aussi des praticiens. Et donc, ce n'est pas une affaire géographique. Si vous deviez retenir qu'un progrès, un truc, c'est la biologie qui vous fascine le plus dans votre travail de cancéro du futur? C'est incontestablement, je dirais, il y en a deux. J'ai vu arriver la pluridisciplinarité en action. Et pas seulement entre cancérologues thérapeutes, mais aussi avec les soins de support, avec les psychologues, avec les travailleurs sociaux. Et les infirmières, etc. Ça, c'est un bonheur vraiment du quotidien. Je l'ai vu arriver en France et j'ai pu être partie prenante de ce système. Et ensuite, oui, incontestablement, la biologie et la pharmacologie moderne, où le paradigme a été renversé. Pour autant, on est à mon avis toujours dans l'attente du dernier paradigme qui permettra de franchir les derniers pas vers la guérison de l'ensemble des cancers. Merci Gilles Freyer d'avoir participé à cette émission exceptionnelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer. Je pense que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter.
C'est formidable ce qui se passe en cancérologie. Bien évidemment, 40 minutes, c'est difficile, mais vous reviendrez. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la formation pour vos commentaires et suggestions et nous redemander ce type d'émission, jdflemoine@gmail.com. Pour voir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. On vous retrouve la semaine prochaine dans notre studio parisien. Au revoir. Merci. Bonne soirée et à très bientôt. En attendant, portez-vous bien.